Alors dans cette vidéo, on va essayer de rentrer un tout petit peu dans les détails de la théorie homotopique des types. Bon, bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, je vais pas réussir à résumer un livre de 400 pages dans une vidéo de 20 minutes. Donc on va voir jusqu'où on peut aller. En tout cas, je vous ai mis un sommaire de la vidéo dans les descriptions si vous voulez sauter certaines parties. L'idée de base de la théorie homotopique des types, c'est d'avoir des règles de construction. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir un univers dans lequel certaines règles de construction sont valables pour tous les types de cet univers. Alors, comme pour éviter le paradoxe de Russell notamment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir être restreint, se limiter dans la construction possible des types. C'est-à-dire que, par exemple, on ne va pas s'autoriser à construire des ensembles de parties d'un ensemble. Donc l'axiome des parties là, ne marche pas dans un univers U. A priori. Comme on l'a vu dans l'épisode 24, à chaque fois qu'on a un certain type X, on va devoir aussi spécifier pour les types X des opérateurs de construction des éléments de X et on va aussi devoir avoir une espèce de recette pour construire des fonctions qui sortent de X, ce qu'on va appeler des opérateurs d'induction. Et dans notre univers, ce qu'on va aussi pouvoir faire, c'est combiner certains types qui ont déjà été construits pour former d'autres types de notre univers. Donc par exemple, étant donné deux types A et B de notre univers U, on peut construire les types A flèche vers à droite B, qui va être l'ensemble, qui va être le type des fonctions de A dans B. On peut aussi construire A croix B, le produit cartésien des types A et B, et A plus B, la somme disjointe de A et de B. Et en particulier, chacun de ces nouveaux types, A flèche B, A plus B et A croix B, va être associé à des constructeurs pour ces types et des principes d'induction. Donc par exemple, regardons A plus B. Pour A plus B, on a deux opérateurs de construction. Donc pour construire un élément de A plus B, soit on utilise la fonction input left qui va prendre un élément de A et construire un élément de A plus B, soit on va prendre la fonction, le constructeur input right qui va prendre un élément de B et construire un élément de A plus B. Et on sait que tout objet de A plus B va être forcément construit par l'un des deux constructeurs. Donc, qu'est-ce qu'un élément de A plus B? C'est quelque chose que l'on peut construire via l'une de ces deux fonctions. Ensuite, le principe d'induction, pour construire des fonctions qui sortent de A plus B, eh bien, pour pouvoir construire une telle fonction, il nous faut au préalable deux fonctions. Une fonction qui va de A dans X, si on veut construire une fonction de A plus B dans X, et une fonction qui va de B dans X. Donc si j'appelle left la fonction de A dans X et right la fonction de B dans X, alors je vais pouvoir construire à partir de left et right une nouvelle fonction. Donc à partir de left et right, je vais pouvoir construire la fonction f qui va être obtenue donc en appliquant l'opérateur d'induction du type A plus B, appliqué donc au type X, ça c'est le type de sortie, et aux fonctions left et right qui nous ont permis de construire f. En particulier, on voit que cette fonction d'induction du type A plus B va être en fait une fonction qui, à tout type X de l'univers U, et à toute paire de fonctions A dans X et B dans X, associe une fonction de A plus B dans X. Ok, donc ça nous dit qu'on peut construire cette fonction f. Maintenant, quelles sont les valeurs de la fonction f? Eh bien, pour connaître les valeurs, il suffit d'appliquer les valeurs de la fonction f à tous les éléments que l'on peut construire dans X. Or, on sait exactement quels sont ces éléments. Ce sont les input left appliqués à un élément A de A, ou input right appliqué à un élément B de B. Et du coup, la règle de calcul associée au principe d'induction de A plus B va nous dire que f appliqué à input left de A va être égal à left de A, et f appliqué à input right de B va être égal par définition à right appliqué à B. Comme je l'avais dit dans l'épisode 24, on peut aussi généraliser tout cela au cas où le type de sortie, le type X ici, dépend en fait de l'input de la fonction considérée. On a alors des fonctions dites dépendantes où f de X va pas être du même type que f de y. Du coup, il va y avoir des notions intéressantes. Par exemple, si x est égal à y, mais pas de façon définitionnelle, alors f de x va être égal à f de y, mais pas vraiment parce qu'ils sont pas dans le même type. Du coup, il va falloir transporter f de x dans le type auquel appartient f de y pour ensuite dire qu'ils sont égaux dans cet autre type. Donc, il y a des histoires de transport qui rendent un peu les choses un peu compliquées.
Mais toutes ces histoires de fonctions dépendantes est en fait hyper utile, notamment lorsqu'on cherche à prouver des égalités. Donc par exemple, si on veut une fonction f qui a tout élément x d'un ensemble grand X veut associer une preuve que x est égal à x. Donc là, forcément, on a une fonction qui dépend de son input. Donc f sera en fait plutôt une fonction qui va être dans le produit des x éléments de grand X que x est égal à x. Et vous commencez à sentir le problème si x est égal à y mais pas de façon définitionnelle. Le type x égale à x va pas forcément être le même que le type y est égal à y. Pour l'heure, j'ai envie de généraliser un petit peu cette histoire de produit. Donc plus généralement, lorsqu'on a des fonctions dépendantes, le type de sortie va être un certain type c de x qui dépend du petit x appartenant à grand X de l'input. Et donc c de x, ce qui peut être par exemple x est égal à x, c de x va du coup être un élément de u, un type. Ça veut dire que c en fait est une fonction qui, à tout élément de grand X, associe un élément de l'univers, un type de l'univers. Une fonction maintenant qui va prendre n'importe quel élément petit x de grand X et va lui associer un élément de c de x, va être une fonction dépendante, on note f, qui appartient au produit sur les x appartenant à grand X de c de x. Et on parle de p-type. Un exemple ultra important de p-type, c'est la fonction qui va toujours donner une preuve que x est égal à x. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la réflexivité. Donc la réflexivité, ou refl, ça va être du coup une fonction qui appartient au produit pour tous les types de l'univers, du produit pour tous les éléments de ce type, tous les éléments petit x de grand X, que x est égal à x. Et donc dans notre univers, on a cette fonction-là qui nous est donnée. Et on peut voir ça comme un axiome de la théorie des types, en tout cas un axiome qui s'applique à notre univers U. Étant donné une fonction C qui a tout élément d'un type X associé à un type de l'univers, on peut aussi construire le sigma type associé à la fonction C. Donc on note donc la somme pour les X appartenant à X de C de X. Donc ça va être quoi un élément de ce type-là ? Un élément de ce type-là, ça va être une paire sous la forme XY, où X, le premier élément, va être l'élément de grand X, et Y va être un élément de C de X. De façon importante, donc la somme des C de X, c'est un type, donc ça a une certaine valeur de vérité si on veut, et en tout cas pour prouver que ça, c'est un théorème, que la somme des C de X est un théorème, on peut toujours construire un élément de la somme des C de X. Il suffit de fournir une paire de la forme XY comme j'ai présenté plus haut. Et du coup, la somme a une interprétation très naturelle en termes d'existence. Dire que la somme des C de X est habitée, possède un élément, c'est dire qu'il existe, que l'on peut construire même un élément petit x tel que x et y appartiennent à la somme des C de X. Et du coup, on peut voir y élément de C de X comme une preuve que C de X est vrai. Donc imaginons que C de X, ça soit une formule logique, quelque chose qui nous parle du fait que X vérifie une certaine propriété ou non. La somme des C de X revient à dire qu'il existe un X tel que C de X est vérifié. Et prouver cela donc revient à fournir un X et un Y tel que Y est la preuve que X vérifie C de X. Ok, du coup en fait le produit va correspondre au quantificateur universel et la somme va correspondre au quantificateur existentiel. Donc on peut maintenant s'amuser à réécrire certaines formules logiques classiques dans le langage de la théorie des types. Par exemple, supposons que l'on a une somme dans le type x, donc on a une fonction somme qui va de x croix x dans x, et alors la commutativité de la somme s'écrit en théorie des types comme le fait que pour tout x et pour tout y, on a x plus y est égal à y plus x. On a la somme de xy est égale à la somme de yx. Si on arrive à fournir un élément de ce type, c'est-à-dire si on arrive à trouver une fonction qui, peu importe x et y, fournit toujours une preuve que x plus y est égal à y plus x, alors on aura la commutativité. De la même façon, par exemple, l'existence d'un élément neutre peut s'écrire comme la somme pour les e appartenant à x, du produit pour les x appartenant à x,
que la somme de e et x est égale à la somme de x et e est égale à x. Prouver l'existence d'un élément neutre revient à exhiber une paire e et z, où z c'est la preuve que e est un élément neutre, c'est-à-dire z c'est une fonction qui à tout x associe une preuve que la somme de e et x est égale à x et une preuve que la somme de xe est égale à x. Plus généralement, tout théorème en théorie des types va être un type et prouver le théorème revient à construire un élément de ce type. Quand je vous disais que la théorie des types c'est vraiment un jeu de construction, c'est exactement ça. Hein. Tout ce qu'il y a, c'est juste essayer de construire des objets dans certains types. Et je trouve ça vraiment amusant de se dire que les mathématiques de la théorie des types, ou autrement dit les mathématiques selon la théorie des types, c'est uniquement ça. C'est tout un jeu de construction, écrire des types et essayer de trouver des éléments de ces types. Alors, les logiciens classiques parmi vous me diront qu'il y a quand même un truc qui est utile en mathématiques, c'est prouver des théorèmes d'impossibilité. Par exemple, prouver que un truc est faux. Donc, on pourrait vouloir prendre un type, oui, et on pourrait vouloir prouver que ce type est inhabité, c'est-à-dire qu'il est impossible de construire un élément de ce type. Alors, pour un intuitionniste, c'est des questions beaucoup moins importantes, souvent aussi beaucoup plus difficiles, mais on peut quand même les traiter en théorie des types. La théorie des types contient tout ce que contient les mathématiques classiques. On est capable de récupérer les mathématiques classiques si on met les bons axiomes à la théorie des types. Donc la théorie des types est capable de faire, de parler de négation par exemple. La négation, c'est quoi en théorie des types? Eh bien, il y a des types dont on sait qu'ils sont pas habités. Par exemple, on peut construire le type qu'on va appeler 0, qui n'a aucun constructeur. Donc forcément, 0 est vide, puisqu'il n'y a pas de constructeur, on ne peut rien construire dans 0. Par définition. Et en particulier, du coup, si on arrive à construire une fonction qui, à partir d'un type x, construire un élément de 0, autrement dit, si on a une fonction qui va de x dans 0, ça voudrait dire que si jamais x est habité, alors on peut construire un élément dans 0, ça c'est absurde. C'est dire que x est faux. Dire que x ne peut pas être habité, en tout cas en théorie des types, c'est comme ça qu'on le conçoit, c'est dire qu'il existe une telle fonction qui, à un élément x de grand X, associe un élément du type dont on sait qu'il n'a pas d'élément. Donc en théorie des types, on va définir la négation de x comme étant le type x flèche 0. Alors je pourrais écrire que ça c'est juste non x avec le symbole classique de la logique classique, mais je trouve ça très intéressant de juste laisser ça x flèche 0. De pas interpréter ça directement comme étant la négation, même si en effet ça prouve que le fait que x soit habité implique quelque chose d'absurde. Mais si on réinterprète tout ça vraiment en termes de logique intuitionniste, ça veut dire que si jamais on arrivait à prouver x, c'est-à-dire construire un élément de x, et non x, c'est-à-dire construire une fonction qui a x associe 0, associe un élément de 0, alors on pourrait construire un élément de 0, et à partir du moment où on peut construire un élément de 0, sachant qu'on peut toujours construire une fonction qui va de 0 dans n'importe quoi, puisqu'il n'y a aucune image à préciser, hein, on peut tout construire à partir de 0, ça voudrait dire que tous les types seraient habités. Donc, à partir du moment où on arrive à prouver x et x flèche 0, on peut tout construire en théorie des types. Et ça rend la théorie des types vachement pas intéressante. Donc, à partir du moment où on a réussi à prouver que x flèche 0, il faut prier pour que l'on ne puisse jamais construire d'éléments du type x. Enfin, je sais pas s'il faut prier, mais en tout cas, faut l'espérer. En particulier, maintenant, on peut exprimer le tiers exclu. Qu'est-ce que le tiers exclu en logique intuitionniste, ou en théorie des types plutôt? Le tiers exclu, ça va être une fonction qui, à tout type x de l'univers U, associe une fonction qui, si je prouve la double négation de x, c'est-à-dire si j'ai une fonction qui a une fonction x implique 0 associe un élément de 0, alors je peux construire un élément de x. Une fois que l'on a écrit le tiers exclu de cette manière, il paraît vachement moins évident. Ça me paraît pas du tout évident que ça, c'est vrai. Si on raisonne purement en termes de fonction, étant donné une fonction
qui construit un élément de 0 à partir d'une fonction qui construit un élément de 0 à partir d'un élément de x, si j'ai ça, est-ce que je peux vraiment construire un élément de x à chaque fois? Ça paraît faux. Et c'est pour ça que le tiers exclu, là, est écrit comme ça, en logique, en théorie des types. Il est sans doute faux. C'est plus facile de le rejeter, en tout cas, une fois qu'on l'a écrit comme ça. Ceci étant dit, si vous voulez vraiment faire de la logique classique, c'est toujours possible. Il suffit de supposer que dans l'univers U, il existe un élément de ce type. Donc souvent cet élément, on va l'écrire LEM pour Law of Excluded Middle. Et donc, supposer l'axiome du choix revient à supposer qu'il existe un objet LEM de ce type-là. Alors il y aurait des détails à ajouter, notamment le fait que on peut avoir différentes versions du Law of Excluded Middle. Par exemple, on pourrait vouloir qu'il ne s'applique qu'à certains types. Donc on pourrait avoir une condition qui nous dit que pour tout x de l'univers U, si x vérifie une certaine propriété, donc si on a un certain c de x qui est vrai, alors on a le tiers exclu, c'est-à-dire on peut construire un élément de x à partir d'une double négation. Alors un truc qui est amusant, pas forcément de prime abord, mais vous allez voir pourquoi, c'est que étant donné deux types A et B, et étant donné une fonction R de A croix B dans l'univers, si pour tout objet A, on peut construire un objet B tel que R de AB est habité, alors on peut construire une fonction f qui à tout élément du type A associe un élément f de A du type B tel que R de A et de f de A est toujours habité. Autrement dit, il existe une fonction que je vais appeler AC qui à tout élément du type produit pour les A dans A de la somme pour les B dans B de R de AB associe un élément du type somme pour les fonctions de A dans B du produit pour les A dans A de R de A et de F de A. Est-ce que vous voyez pourquoi c'est fou et pourquoi est-ce que j'ai appelé ça AC? Et ouais, AC pour axiome du choix. Et oui, en fait, l'axiome du choix est vrai en théorie des types. Et non seulement il est vrai, il est même trivial. Alors, il faut faire super attention. En fait, l'axiome du choix tel que j'ai exprimé là n'est pas équivalent à l'axiome du choix classique parce que lorsque j'utilise le symbole sigma, notamment, je ne sous-entends pas, il existe dans un monde platonicien, je sous-entends que l'on peut construire l'élément qui correspond au sigma. Quand on utilise le symbole sigma, on sous-entend que l'on peut construire explicitement l'objet en question, contrairement à l'utilisation du symbole E inversé. Ceci étant dit, il est possible de se ramener au cas de la logique classique en utilisant ce qu'on appelle la troncature. En gros, x tronqué, que je vais noter ici x entre double barre, c'est un type dérivé de x, tel que si on arrive à prouver x avec les doubles barres, eh bien on ne peut pas forcément déduire de x avec les doubles barres un élément de x. Autrement dit, on a x implique double barre x, c'est-à-dire il est possible de construire une fonction qui a x associé à un élément de double barre x, mais on n'a pas double barre x implique x, il n'est pas forcément possible de construire un élément de x à partir d'un élément de double barre x. En utilisant la troncature, il est possible de réécrire l'axiome du choix dans sa version plus classique. Ça correspond à la formule que voici, où comme vous pouvez le voir, il y a des troncatures par-ci par-là. Et bien cette fois, ce type-là, on peut pas le prouver dans la logique intuitionniste, et on ne peut pas la déduire des règles de construction classiques, contrairement à l'axiome du choix constructiviste qu'on a vu plus haut. Ceci étant dit, pour les inconditionnels de logique classique, il est possible de rétablir l'axiome du choix en théorie des types, en supposant que ce type-là, avec les troncatures, est habité par un élément, on va appeler AC, axiome du choix. Le concept le plus dur et le plus fascinant en théorie des types, c'est très certainement le concept d'égalité propositionnelle. Formellement, l'égalité propositionnelle, c'est quoi? En fait, ça va être une fonction qui, à tout type grand X de l'univers U, et à toute paire d'éléments de X, associe un type de l'univers. Typiquement, si grand X est un type
Et si x et y sont deux éléments de ce type, alors l'égalité x égale y va être un type de l'univers U. Et comme toujours, prouver l'égalité, dans ce cas, revient à construire un élément de ce type. Alors on l'a vu, le type x égale y est un constructeur trivial lorsque x et y sont égaux par définition, et ça revient à la fonction ref, dont on a supposé l'existence dans notre univers, qui dit qu'à tout type x de l'univers U, et à tout élément petit x du type grand X, alors je peux construire une preuve que x est égal à x. Cependant, on l'a vu, il est possible que x et y soient égaux, mais pas par définition, uniquement de façon propositionnelle, et il est même possible qu'il y ait plusieurs façons de prouver la même chose, et là je vous renvoie vers l'épisode 25 pour en savoir plus. Le type d'égalité, comme tout type de la théorie des types, possède aussi un principe d'induction qui permet de construire des fonctions qui s'en vont de ce type. Donc par exemple, on peut construire une fonction qui va de x égale y dans notre type C, mais la façon de construire de telles fonctions est assez tricky. En fait, pour construire une telle fonction, il faut d'abord passer par le type qui regarde toutes les égalités de x, un autre élément du type auquel le petit x appartient. C'est-à-dire qu'on va d'abord construire une fonction g qui va du produit pour les z de x, de grand X, que x est égal à z dans notre type C. Et ce qui est vraiment amusant, c'est que construire G est incroyablement simple. Pour construire G, il nous faut un principe d'induction, c'est-à-dire qu'il nous faut d'autres objets, et les autres objets dont on a besoin, en fait, on n'a besoin que d'un seul objet. On a uniquement besoin de préciser un élément de grand C qui correspond au cas où z est égal à x par définition et où l'élément de x égale x que l'on va considérer est la réflexivité de x est égal à x. Alors bien sûr là je vous présente le cas simple où c ne dépend pas de x ni de y. On pourrait imaginer des cas beaucoup plus compliqués où c dépend de x et de y, auquel cas il faut faire beaucoup plus gaffe dans nos constructions. Mais l'idée reste la même, il suffit de résoudre le cas où z est égal à x par définition pour déduire une fonction g qui par exemple ici irait de x égale à z dans c de x est égal à z. Et du coup je peux construire un élément de c de x et y même lorsque x n'est pas égal à y par définition mais uniquement de façon propositionnelle. Et pour y arriver, tout ce dont j'ai besoin c'est résoudre le cas où z est égal à x par définition et auquel cas il nous faut construire un élément de c de x, qui correspond à l'image de la réflexivité de x est égal à x. Une fois qu'on a réussi à se faire, on a une construction de g, et on peut en déduire la valeur de f en posant f est égal à g de y. En particulier, si on veut construire une fonction de x égale y dans c de x, y, et si maintenant on a une preuve p que x est égal à y et qu'on veut construire ou calculer l'image de p par cette fonction f, on va simplement poser f de p est égal à g de y appliqué à p, que l'on peut aussi noter g de yp. Je sais pas si vous avez vraiment suivi tout ce qui se passe ici, mais c'est super bizarre. Pour connaître une valeur de c de xy, en particulier l'image dans c de xy d'une preuve p que x est égal à y, tout ce dont j'ai eu besoin, c'est de savoir une image de la réflexivité de x est égal à x lorsque je remplace y par une variable z et que je pose z est égal à x par définition. C'est super bizarre, mais passons à une application pour essayer d'y voir plus clair. Essayons de prouver que si x est égal à y, alors y est égal à x. Comment est-ce qu'on fait pour prouver ça? Déjà ça paraît évident, hein, mais comment est-ce qu'on va faire pour prouver cela? Et notamment, ce qui va nous intéresser, c'est comment est-ce qu'on va faire pour construire la fonction et vraiment déduire de preuves que x est égal à y, des preuves que y est égal à x. Alors, souvenez-vous, pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est d'abord construire une fonction g. Une fonction g qui va correspondre au cas où on fait varier la valeur de y. Donc g, ça va être une fonction qui, à tout élément z de x, associe une fonction qui va de x égale z dans z égale x. Et pour construire cette fonction-là, tout ce dont on a besoin, c'est de résoudre le cas où z est égal à x par définition. C'est-à-dire, lorsque z est égal à x par définition, la partie de droite, là, ce qui correspondait au c, devient x est égal à x.
Du coup, pour construire G, il nous suffit de trouver un élément de x est égal à x. Mais on en connaît un, c'est la réflexivité. La réflexivité de x nous donne toujours une preuve que x est égal à x. Du coup, on a réussi à construire l'élément de droite lorsque z est égal à x par définition. Ça veut dire que l'on peut en déduire par le principe d'induction une fonction g. Et maintenant, on en déduit la valeur de la fonction f que l'on cherchait en posant f est égal à g de y. Et ça nous donne une fonction de x égale y dans y est égal à x. C'est QFD. L'opérateur d'égalité est super bizarre, mais c'est vraiment la clé pour tout faire en fait. C'est la clé notamment pour la théorie homotopique des types, notamment pour manipuler des chemins. En effet, on a vu que si P est une preuve de x est égal à y, alors f de P est une preuve de y est égal à x. Et on peut interpréter tout ça en termes de chemin. P est un chemin qui va de x vers y, et f de P est un chemin qui va de y vers x. Alors f de P, on va pas le laisser comme ça, c'est un objet tellement important, hein, l'inversion, qu'on va lui donner un autre nom plus sexy, plus standard, et on va l'appeler du coup P-1. Donc P-1 c'est le chemin inverse. Alors de la même façon qu'on a prouvé que x égale y implique y est égal à x, on peut prouver l'implication x égale y croix y égale z implique x est égal à z. Comment est-ce qu'on prouve ça? Encore une fois, l'idée c'est de faire varier les valeurs de y et de z. Donc on va écrire une fonction qui, pour tout u et v, va construire une fonction de x égale u croix u est égal à v dans x est égal à v. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Encore une fois, on va utiliser le principe d'induction de l'égalité. Donc on va devoir l'utiliser deux fois pour u et pour v. Donc pour u d'abord, le principe d'induction, on va prendre le cas où x est égal à u, où u est égal à x par définition. Et ensuite pour v, on va prendre le cas où v est égal à u par définition. Mais dans ce cas, u est égal à v est égal à x par définition. Du coup, le membre de droite, ce sera x est égal à v qui devient x est égal à x par définition. Or, un élément de x est égal à x, ça on sait très bien en construire un, ça va être la réflexivité de x. Et donc là encore, on voit que l'on peut construire cette fonction à partir du principe d'induction de l'égalité et à partir de l'élément réflexivité de x qui appartient à x est égal à x. On obtient ainsi une fonction de composition et étant donné une preuve p de x est égal à y et une preuve q de y est égal à z, la fonction de composition permet de construire une preuve composition de p et q qui va être un élément de x est égal à z. Là encore, on va utiliser une autre notation plus passe-partout, on va simplement noter ça p.q, et ça va être la concaténation des chemins. Mieux encore, on peut aller plus loin et étudier des chemins entre des chemins. On peut, donc si on a deux chemins dont les points de départ et les points d'arrivée sont les mêmes, on peut essayer de voir si on peut varier ce chemin pour passer d'un chemin à l'autre. Ça en théorie de l'homotopie, c'est très classique. Eh bien, on a la même chose en théorie des types, homotopique des types plutôt. Et on en a d'ailleurs vu un exemple dans l'épisode 25 où je vous ai parlé de la sphère S2. La sphère S2 est définie à l'aide d'une égalité entre deux chemins, une égalité propositionnelle non triviale, entre deux boucles pourtant triviales. Donc S2, pour rappel, c'est le type qui est obtenu en construisant un élément de ce type avec un constructeur base et une égalité entre la réflexivité de la base et la réflexivité de la base. Donc c'est un chemin entre boucles. Et donc ce deuxième constructeur, surface, va être une boucle, parce que les points de départ et les points d'arrivée sont les mêmes, mais c'est une boucle entre des boucles triviales. On parle d'homotopie du second ordre. Plus généralement, on peut aller même plus loin dans les dimensions et parler des groupes d'homotopie de dimensions de plus en plus grandes d'un type X donné. Et en cela, les types de la théorie des types vont avoir beaucoup plus de structure que les ensembles de la théorie des ensembles. On a déjà vu que les types venaient accompagnés de constructeurs et de principes d'induction. En plus de ça, ils ont des structures homotopiques, c'est-à-dire des chemins entre différents points et même des chemins entre des chemins et ainsi de suite. On dit que les types vont avoir une structure d'infini groupoïde et en fait une fonction entre deux types va devoir respecter, être compatible avec ces structures d'infini groupoïde. En fait, une fonction va devoir être un foncteur, c'est-à-dire qu'il va devoir transformer les chemins en d'autres chemins et avoir pas mal de consistances comme ça qui vont devoir être respectées.
Et ce qui est vraiment fou, c'est que ces structures qui sont d'ordinaire réservées aux spécialistes de la théorie de l'homotopie ou des trucs très pointus, et ben en fait, ils deviennent maintenant accessibles très facilement et très rapidement. On a vu la définition de la sphère et du cercle, qui sont très 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 simples. Et on peut les étudier avec une poignée de définitions et quelques lignes de code dans un programme comme Coq. Et ça, c'est vraiment ça la magie de la théorie homotopique des types. Bref, vous l'aurez compris, je vous recommande fortement la lecture de ce bouquin.